Sana, ravie de vous retrouver pour votre édition du dimanche sur TNTV. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Négociation de la dernière chance au CHPF. À la veille d'une grève illimitée, gouvernement et syndicats tentent de finaliser un protocole d'accord. Les agents non fonctionnaires réclament plus de considération et des mesures concrètes. L'intelligence artificielle s'invite au chevet des patients. Aide au diagnostic, recherche de traitement. La plateforme polynésienne Airmed se déploie pour aider les soignants. Une révolution technologique qui touche aussi nos entreprises. Nous ferons le point avec notre invité, le président du MEDEF, Yannick Kadé. Et puis nous irons sur le Motu d'Aroué, fraîchement rénové. Il accueillait ce week-end la première édition 2026 du marché du terroir. Un rendez-vous gourmand pour valoriser le savoir-faire du Fénois. Enfin, du motocross, du triathlon, de la pêche sous-marine, mais aussi de la danse. Comme tous les dimanches, Oriano Tefao prendra le relais pour faire le point sur l'actualité sportive dans votre grand JT Sport. Le compte à rebours est lancé à la veille d'une grève illimitée au CHPF. Les négociations étaient toujours en cours ce dimanche. Gouvernement et syndicats de la FISAP tentaient de finaliser un protocole d'accord pour désamorcer le conflit. Le point sur la situation avec Esther Cuneo et Mereteato. Rencontre de la dernière chance ce matin entre la FISAP, la ministre de la fonction publique et la direction du CHPF. Des échanges qui s'annoncent tendus. Le protocole d'accord proposé par le pays est loin de satisfaire le syndicat majoritaire de l'hôpital. C'est cynique, mais il est léger. Ça veut dire que, très clairement, c'est l'absence totale de considération de ces catégories. Voilà. Et le non-respect. Encore une fois, on a mis 2 revendications claires. Eh bien, on ne les respecte pas. Voilà. C'est très léger. Ça ne veut rien dire. Les revendications en question exigent notamment la réforme des cadres d'emploi D, C et B, le reclassement des agents non fonctionnaires de l'administration, le tout assorti d'un calendrier de négociation, d'une sécurisation budgétaire et de formation diplômante. Des mesures concrètes qui ne sont pas précisées dans le protocole du pays. Ce protocole, il vous propose quoi finalement? Et rien. Il faut dire les mots, ça ne veut rien dire. C'est comme une insulte, hein. On va dire les mots forts. On insulte ces catégories. C'est fort ce que je dis, mais c'est comme ça qu'ils l'ont considéré quand on les a rencontrés hier. C'est donc avec une contre-proposition beaucoup plus ambitieuse que la FISAP s'est présentée ce matin, afin d'obtenir des engagements écrits. Il nous faut, comme les médecins, quelque chose de clair et qui est fixé dans le temps et qu'on puisse s'assurer qu'avant les élections de 2028, on est validé et que ce soit officiellement proclamé. Mais le conflit dépasse les murs du CHPF. Au centre de protection maternelle et infantile de Punaouia, le personnel relève lui aussi du statut des agents non fonctionnaires de l'administration. Selon cette cadre de santé, l'absence d'évolution de ce statut menace le fonctionnement du service. Parce que toute une équipe est en arrêt maladie, donc nous n'avons plus d'agents. Aujourd'hui, nous sommes là pour demander de l'aide au gouvernement, pour nous octroyer du budget, pour justement embaucher à titre pérenne. Qu'on ait un statut qui nous permette d'embaucher sur une longue maladie, un statut qui nous permette aussi d'embaucher du personnel en besoin occasionnel. Les discussions se poursuivaient en fin de journée sur la rédaction d'un protocole d'accord, dernière tentative avant le début de la grève illimitée, prévue dès demain. Et cette information révélée par TNTV ce matin, 2 trentenaires originaires du Fénois ont été interpellés hier matin à l'aéroport de Tahiti, Faa'a. Une centaine de grammes d'ice étaient dissimulés dans leurs bagages. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la gendarmerie pour être auditionnées. Une enquête est en cours. Une information à retrouver également sur tntvnews.pf. L'intelligence artificielle pourrait s'inviter dans les cabinets médicaux du Fénois. L'utilisation du logiciel Airmed entre en effet en phase de test chez plusieurs professionnels de santé. Une technologie orientée uniquement sur la médecine qui révolutionne déjà le secteur. Voyez ce reportage de Thomas Chabrol. L'intelligence artificielle se fait une place au chevet des patients et aux côtés des médecins. Aide au diagnostic, analyse d'imagerie médicale ou encore recherche de traitement. Les outils se démocratisent de plus en plus vite. En Polynésie, David Martins développe depuis un an Airmed, une plateforme dédiée aux professionnels de santé. J'ai été touché il n'y a pas très longtemps par
le parcours d'une femme qui avait 3 enfants, qui a eu un cancer du sein, qui est décédée. Et en fait, ça a été le parcours de combattant pour chercher de nouvelles thérapies. Et c'est là que je me suis rendu compte que les médecins avaient besoin d'aide, malgré tout, même s'ils ont une expertise, ils ont des études, ça n'empêche pas qu'on peut apporter des solutions. Ils utilisent de plus en plus ChatGPT, parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide également. Et de là, dans mes recherches, dans mes études, eh bien, je me suis passionné pour ça. Sur le principe, Hermed fonctionne comme une intelligence artificielle similaire à ChatGPT. Mais contrairement aux outils grand public, ces réponses sont construites uniquement à partir de sources médicales validées par la communauté scientifique. Objectif, limiter les erreurs, sécuriser les réponses. Ce type d'outil se prête parfaitement à retrouver justement l'info dont on a besoin au bon moment pour traiter le patient. Et ça, c'est clairement du temps que j'estime qu'on perdait à rechercher de l'information en consultation, qu'on va pouvoir maintenant regagner. Un comité scientifique a été constitué. Une 50aine de professionnels de santé participent à l'évaluation et à l'amélioration de la plateforme afin de garantir les recommandations fournies en ligne. Pour les îles les plus isolées, l'outil pourrait devenir un précieux soutien pour les soignants. Omar Kizawaouka, cet infirmier est souvent le seul professionnel à prendre en charge les patients. Moi, je suis pour l'utilisation de l'IA. C'est une solution dans les 10 prochaines années qui vont être utiles, mais il faut qu'on l'encadre. Comme toute chose nouvelle, il faut que ce soit bien encadré pour protéger les soignants qui vont les utiliser. Mais l'outil ne remplace pas l'expertise humaine. L'intelligence artificielle ne possède ni l'expérience clinique, ni la connaissance du patient, ni la dimension humaine au cœur de la relation de soins. Le personnel médical, en fait, on est comme une IA, en fait. Plus on va acquérir d'expérience en voyant des plaies, des dermatoses, des grippes virales, pas virales, plus on va, par expérience, plus on va être en contact avec ces diagnostics-là, plus on va apprendre. Pour les professionnels de santé, l'IA doit être considérée comme une aide à la décision, tout en répondant aux enjeux de sécurité et de fiabilité des données médicales. Au-delà du secteur médical, c'est tout notre tissu économique qui négocie ce virage. Comment l'intelligence artificielle s'intègre-t-elle dans nos entreprises locales? Pour en parler, nous recevons ce soir Yannick Cadet, le président du MEDEF Polynésie. Yaurana. Yaurana. Alors Yannick Cadet, on vient de le voir, l'intelligence artificielle progresse partout. À quel point ça s'est répandu dans les entreprises polynésiennes? Est-ce que c'est devenu incontournable dans tous les secteurs? Le constat qu'on a fait, c'est que oui, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en train de devenir un fait économique majeur, également un fait organisationnel et puis plus globalement un changement sociétal profond. Il y a un petit peu plus de 2 ans, avec le MEDEF, on a fait le constat que l'intelligence artificielle arrivait déjà au sein des entreprises, pas forcément de manière toujours organisée, de manière consciente. Donc on a mis en place un accompagnement en créant un club intelligence artificielle pour permettre d'accompagner les entreprises à se saisir de cette révolution, de s'en saisir à la fois pour mettre en place l'organisation, pour former les salariés et de s'en saisir également en se posant les bonnes questions pour pouvoir appréhender cette transition. Alors, on parle beaucoup des gains de productivité grâce à l'IA, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage. C'est une réalité. À quel point est-ce que ça fait gagner du temps aux entreprises ? Au-delà du temps que ça peut faire gagner, la réflexion que l'entreprise elle doit avoir, c'est pourquoi elle fait de l'IA et qu'est-ce qu'elle en retire dans son modèle. Il y a un certain nombre d'activités où il y a beaucoup d'administratifs qui est venu se rajouter dans les fonctions. Donc ça peut permettre de désautomatiser un certain nombre de choses et de permettre de dégager du temps pour les collaborateurs au service par exemple de la relation client. Et donc après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce gain de temps qu'on a dégagé, qu'est-ce qu'on fait de ce gain de capacité qu'on a réussi à créer avec. Et c'est pour ça que l'entreprise doit être accompagnée pour bien penser toutes ces transitions et faire en fait de la réflexion de l'intelligence artificielle l'intégration dans le cœur de sa réflexion stratégique. Alors, c'est un gain de temps. Les entreprises voient aujourd'hui des bénéfices concrets sur leur chiffre d'affaires ? C'est encore assez balbutiant au niveau de la Polynésie. Il est certain qu'on voit tout de suite les capacités qu'on peut réussir à dégager. En Polynésie, on a un certain nombre
de contraintes, l'éloignement, l'étroitesse du marché qui fait qu'on ne bénéficie pas toujours des économies d'échelle qu'il peut y avoir dans les grandes économies, l'éclatement du marché avec la multitude d'îles qu'il faut réussir à adresser. Aussi. Voilà, du coup, ça décuple les coûts. Et grâce à l'arrivée de cette nouvelle technologie, on voit la capacité d'accélérer un certain nombre de choses pour permettre à l'entreprise polynésienne de mieux se projeter en avant et réussir à dépasser un certain nombre de contraintes qu'on ne parvenait pas à dépasser jusqu'à présent. Alors, le président Moetai Broderson a directement la charge de l'économie numérique et est lui-même très sensibilisé aux nouvelles technologies. Vous avez le sentiment d'être accompagné par le pays ? Nous, on a fait le choix dès le départ de porter le sujet auprès à la fois de l'administration et également du pouvoir politique, parce qu'il nous semble que réussir cette révolution technologique, c'est aligner tout un écosystème pour permettre d'avoir un succès. Donc c'est déjà intégrer la réflexion sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, permettre à la jeunesse d'acquérir les bons réflexes, de construire également l'intelligence de situation qu'il va falloir avoir et l'esprit critique qui devient encore plus important avec cette intelligence artificielle. C'est également préparer les transitions dans l'emploi, donc former les travailleurs d'aujourd'hui à acquérir les compétences qui seront nécessaires demain, préparer les nouveaux métiers. C'est aussi engager une réflexion avec l'administration pour que l'administration elle-même se saisisse du sujet pour une meilleure administration, pour là aussi pour elle dégager des gains d'efficacité. Mais c'est aussi pour réussir cette transition, réfléchir la relation au travail, le dialogue social, parce que pour pouvoir implémenter cette nouvelle organisation dans les entreprises, ça nécessite de faire évoluer le droit du travail vers de nouveaux modèles. Alors, vendredi soir, le président du pays a affirmé par le biais des réseaux sociaux que le rejet de la délibération sur le report des crédits de paiement allait empêcher le pays de payer les entreprises partenaires de la commande publique, menaçant certaines de faillite ou de licenciement. Est-ce que ce vote à l'Assemblée change vraiment la donne ? Il me paraît important d'avoir la bonne lecture de cette situation. Les entreprises en Polynésie se confrontent déjà depuis un certain temps au délai administratif. Il faut plusieurs mois, parfois 18 mois pour obtenir une autorisation. Il faut de nombreux mois pour se faire régler quand on a des chantiers avec le pays. Donc ces délais, ce n'est pas un fait nouveau qui sont apparus au travers d'un fait politique à l'Assemblée jeudi dernier, mais c'est une constante pour les entreprises. C'est un sujet qu'on porte depuis longue date et sur lequel on souhaiterait aujourd'hui pouvoir voir une vraie évolution. Alors, dernière question. Depuis mardi, les prix à la pompe ont augmenté de 15 francs le litre. Quel va être l'impact réel sur l'activité des entreprises ? L'impact, il va être direct. Néanmoins, je pense que si le dispositif du FRPH peut être intéressant pour apporter une réponse à court terme et faire en sorte de compenser dans le temps court les effets qu'il peut y avoir sur les marchés, il ne doit néanmoins pas nous détourner d'un objectif à long terme, qui est celui d'avoir une vraie transition et une vraie politique qui permettent de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et je pense qu'on a été un petit peu long à réagir sur la nécessité d'augmentation parce que accaparer la trésorerie du pays pour compenser dans le temps court les effets de l'augmentation des hydrocarbures, c'est aussi choisir de ne pas mettre ces montants sur des investissements structurants et qui sont absolument nécessaires pour penser la croissance économique de demain. Merci Yannick Cadier d'avoir été avec nous ce soir sur notre plateau. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, Catherine Chabot poursuit sa tournée dans nos archipels. La ministre déléguée à la mer était ce matin à Raiatea pour une journée placée sous le signe de l'économie maritime. Entre nautisme, innovation et développement durable, l'objectif est de soutenir une filière en pleine expansion. Jessica Doucet.
Dans les îles sous le vent, le yachting est devenu un secteur incontournable. Reiatea, Taha'a, Bora Bora et Huahine forment aujourd'hui le principal bassin de charter du Pacifique Sud. 3 principales entreprises y exploitent plus d'une centaine de catamarans, générant chaque année jusqu'à 5 milliards de francs de retombées économiques. Première escale à Apoiti, au cœur de la plus importante base nautique de Polynésie. À elle seule, cette activité représente près de 200 emplois et accueille jusqu'à 15 000 touristes chaque année. Un secteur en pleine croissance, mais qui fait face à plusieurs défis. Le coût du renouvellement des bateaux et les contraintes logistiques propres à l'archipel. Ce qu'on attend de l'État, c'est un soutien fort sur le renouvellement du parc, mais aussi qu'il y ait un dialogue qui se met en place entre l'État, le pays, les communes pour établir et bâtir ensemble une stratégie maritime lisible et cohérente pour l'ensemble de la destination. Des attentes entendues par la ministre venue échanger directement avec les acteurs de la filière. Pour Catherine Chabot, le développement du nautisme passe par un accompagnement de l'État, mais aussi par une gestion durable de cette activité essentielle pour l'économie locale. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille ensemble. Il y a un enjeu aussi pour développer les mouillages de manière à protéger aussi le lagon. Puis il y a un enjeu parce que c'est bien de développer l'économie, mais on ne développera pas d'économie avec la mer si on ne protège pas aussi ce lagon. Pour ce faire, moi je leur ai passé un message. Nous avons aujourd'hui un outil qu'ils pourraient utilisé, qui est celui de la mesure maritime du fond vert. La visite s'est poursuivie chez Viper Va'a. L'entreprise s'est fait connaître en fabriquant des rames en carbone puis en transformant le falcata, une espèce envahissante, en matériaux pour fabriquer des pirogues. Une innovation qui lui a valu d'être distinguée au concours fabriqué en France. J'ai pu lui montrer un petit peu le côté polynésien de la navigation, de ce qu'on fait nous ici en Polynésie, à Raiatea, les pirogues, les rames qu'on fabrique tout localement, qu'on peut exporter à l'international. Dernière étape à la mairie d'Uturoa. Autour de la table, les élus ont échangé avec la ministre sur les perspectives de développement maritime, un objectif partagé, poursuivre la croissance du secteur tout en préservant les lagons, première richesse naturelle de la Polynésie. Et cette information de dernière minute, un protocole d'accord de fin de conflit a été signé à l'instant au CHPF. Il n'y aura donc pas de grève au CHPF. Plus de précisions dans notre édition de demain. Mettre à l'honneur les producteurs locaux et le savoir-faire du Fénois, le Motu d'Aroué a vibré ce week-end au rythme de la première édition 2026 du marché du terroir. Un rendez-vous gourmand et familial qui a permis aux visiteurs de goûter de nombreux produits transformés. Léa Gugelman était sur place. Je suis en train de goûter de la confiture au beurre salé avec du houto. Et c'est excellent. Monique vient de goûter l'une des spécialités proposées sur le marché du terroir d'Aroué. Tout au long du week-end, les visiteurs ont pu découvrir des fruits et légumes locaux, mais aussi des produits transformés, chips, confitures ou encore pâtes à tartiner. Une manière de mettre en valeur les productions du Fénois et de leur donner une nouvelle vie. Je vends les produits de mon jardin. Je vends du sucré et du salé. C'est surtout pour sensibiliser les Polynésiens en fait, à être autonomes en alimentation et aussi à savoir faire avec les produits qu'ils ont dans le jardin, quoi. On a essayé aussi de rentrer aussi dans ce système-là, tout ça, pour valoriser en fait un peu les produits locaux, tout ça. Et du coup, on essaie aussi de travailler un peu avec les agriculteurs, tout ça, pour essayer aussi de liquider un peu le stock comme patates douces, les maniocs, tout ça, et que nous, on prend ces produits-là pour les transformer en chips, quoi. Plus de 50 exposants ont répondu présents pour cette première édition de 2026, organisée sur le Motu d'Aroué, récemment rénové par la commune. Depuis que nous l'avons récupéré, donc, il y a encore beaucoup de travaux à faire, mais aujourd'hui, on constate que c'est le lieu idéal pour nous d'organiser nos futurs événements. Aujourd'hui, nous avons un calendrier qui est assez chargé jusqu'à la fin de l'année. Donc, effectivement, on pense que ces événements qui devaient être organisés sur d'autres sites de la commune risquent d'être déplacés sur ce site même.
Arouet dispose désormais d'un nouvel espace pour accueillir des grands rendez-vous. L'ambition de la commune est d'en faire un lieu incontournable pour ses futurs événements. C'est le défi fou porté par le courage. Maëva, infirmière et maman solo en métropole, parcourt symboliquement les 15 000 km qui la séparent du Fénois. Une revanche sur la vie après des années de violence conjugale avec un but intime. Retrouver sa famille biologique à Tahiti en août. Regardez. Pendant 12 ans, Maëva a subi une relation avec un homme qui l'a mise sous emprise et qui lui a fait subir des violences conjugales permanentes. Quand cette infirmière polynésienne prend conscience de cela, elle décide de reprendre sa vie en main. Un long chemin commence. Mais ça a été très compliqué pour moi d'appeler du coup des secours parce que je voulais pas, en fait, parce que je me suis dit personne ne me croirait. J'avais honte aussi, quelque part, parce que je me suis dit, parce que quelque part, en fait, à l'extérieur, on était vus comme la meilleure famille qu'il soit. Son moteur, ce sont ses enfants. Il fallait les protéger avant tout, mais pour aller plus loin, Maëva a eu l'idée d'un projet entrepreneurial pour faciliter sa reconstruction. Manatoa, ça veut dire la puissance en soi en tahitien, c'est la force intérieure. Et à partir de là, du coup, j'ai contacté le tatoueur de Tahiti, qui m'a fait mon tatouage d'ailleurs, et qui m'a aidé à créer du coup le logo de la marque Manatoa. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais créer des baskets. De ces baskets, je vais en faire un symbole. Et finalement, ce symbole, ça représentera la résilience. Et je me suis dit, ça c'est une bonne idée. Prôner la résilience plutôt que la performance. Résilience aussi quand elle conçoit le challenge Manatoa. Et c'est à partir de là que du coup on a créé un challenge, le challenge Manatoa, qui permet justement de promouvoir les baskets, de faire cette publicité de baskets et de montrer qu'on peut avancer. Ce challenge consiste à parcourir 15 700 km, c'est-à-dire la distance entre la France et Tahiti, vraiment un clin d'œil finalement pour mon histoire, et du coup cumuler nos pas du quotidien, nos kilomètres du quotidien avec moi et mes enfants pour parcourir cette distance. Pour les aider, elle a eu l'idée d'une application pour toutes celles et ceux touchés par leur parcours. L'objectif, cumuler les kilomètres. Maëva et ses enfants arriveront à la fin du mois de juillet au Fénois pour retrouver la douceur et la sérénité de la vie. C'est la fin de cette première partie d'édition. Oriano Tefao prend le relais en plateau pour ce dernier grand JT des sports avant les grandes vacances. Oriano, Yaurana. Yaurana Vemiti, merci à toi pour les informations et bonne soirée. Quant à nous, effectivement, une pause s'impose dans quelques temps. Mais avant ça, nous vous proposons un dernier menu sportif bien copieux avec du motocross, du triathlon, de la chasse sous-marine, des sports collectifs et des sports de combat. Et on va terminer avec une touche de rythme avec nos danseurs de hip-hop, les All-in-One Tahiti. Alors ne quittez pas le Grand JT Sport, c'est tout de suite. Et les pilotes ont remis les gaz aujourd'hui du côté de Veitarua, troisième manche de la saison de motocross avec une trentaine de concurrents engagés allant des plus jeunes jusqu'aux élites entre vitesse, technique et conditions de piste. La bataille à fait rage pour engranger de précieux points au championnat. Immersion. Entre poussière, passage boueux et ornière, le tracé n'a laissé aucun répit aux pilotes. Un terrain piégeux qui demande autant de maîtrise que de vitesse. Aujourd'hui, on a quelques glissades aussi qui sont un peu trompeurs parce que justement, humide et sec, on oublie un peu rapidement. Il faut faire preuve de vigilance, mais aussi d'expérience. Dans la catégorie Open, les écarts restent serrés. Chaque départ compte et la moindre erreur peut coûter plusieurs places. Le début, j'ai essayé de bien sortir comme je pouvais. Et puis après de gérer mon intensité et ça va, j'ai réussi à rester devant et à garder mon allure comme il faut. Le terrain est assez technique, il y a beaucoup de virages, surtout des virages à plat. Et du coup c'est ça qu'il faut bien travailler, quoi. Chez les jeunes, les prétendants au titre se livrent déjà une lutte à distance. En 85 cm3, Kahiki Dubois Le Hartel continue de défendre sa place de leader. Première course, j'ai gagné les 3 manches. J'avais aussi le meilleur temps. Et deuxième course, j'avais pas trop bien marché, j'avais percé du radiateur et à la deuxième manche j'étais tombé. Et j'ai fini quand même premier au général.
Et aujourd'hui, ça va, j'ai bien commencé. Parmi eux, Temana Martin tente de réduire l'écart malgré des départs compliqués. Il reste au contact des meilleurs. La première manche, du coup, je pars loin. Donc j'étais derrière lui au départ. Et après, il s'est en allé, du coup, il m'a laissé. Et deuxième manche, je fais le all shot, donc je pars devant. Je suis premier et après, il me redouble. Et après, il me distance. En 65 cm3 aussi, les jeunes pilotes affichent déjà de belles ambitions, à l'image d'Etonui Peri, solide leader de sa catégorie. Au essai chrono, tu essaies de repérer le terrain, c'est où les trous, c'est où les cailloux, et après, voilà, tu accélères, ouais. Quand je suis loin devant, je gère ma course. Je suis plus prudent, j'accélère moins. Une nouvelle journée qui confirme la dynamique retrouvée du motocross local. Prochain rendez-vous le 23 août avec une hiérarchie qui pourrait encore évoluer avant la deuxième partie de saison. 50 athlètes étaient sur la ligne de départ ce matin à Pirée pour les championnats de Polynésie de triathlon. Chez les hommes, pas de surprise, Benjamin Zorniotti s'impose en patron devant les jeunes espoirs Théophile Seri et Mania Vicenti. Côté féminin, victoire de Pauline Moreau. Tout de suite, le résumé avec Désiré Tevao. De l'applaudir très fort à ce garçon. Absent l'année dernière, Benjamin Zorniotti a repris ce matin son titre de champion de Polynésie de triathlon. En contrôle sur la natation et le vélo, le multiple médaillé d'or des Jeux du Pacifique accélère sur la course à pied. Il boucle son triathlon en un peu moins de 55 minutes. Mine de rien, on a quand même un plateau de qualité. On a un Jean-Marc qui est quand même très costaud en natation, donc ça nous tire un peu. Moi, j'avais consigné un peu de faire nat et course à pied vraiment fort. Je crois que c'est une des courses à pied que je fais le plus vite sur le territoire. Là, j'ai vraiment couru fort. Franchement, je suis content du résultat. Derrière le patron de la discipline, les espoirs se sont illustrés. Mania Vicenti et Théophile Seri sont au coude à coude après le vélo. C'est sur la course à pied que l'athlète de Conakry fait la différence. À l'arrivée, Théophile Seri prend la deuxième place. Mania Vicenti complète le podium chez les messieurs. Ça fait du bien, ça fait quand même quelques mois que je m'entraîne et puis je suis très content des allures et de la course globale. Je réussis à bien relancer en course à pied et à vélo j'étais très bien, donc je suis très content de ma course. Du côté des dames, Pauline Moreau s'impose. En retrait sur la natation, la nouvelle championne de Polynésie fait la différence à vélo et en course à pied. Oui, je suis contente, surtout que j'enchaîne avec le swimrun là. Donc j'ai fait la course un peu en récup, je savais que j'étais devant et qu'il fallait enchaîner après. Donc je suis contente. Mon objectif c'était de faire un bon vélo, de pouvoir rouler avec les gars. Et j'ai mis du temps à former un groupe avec des garçons. Ça m'a un peu challengé au début, mais c'était bien. Après on a bien roulé et voilà, c'était mon objectif, rouler à vélo, donc c'est chouette. Après ces championnats de Polynésie, le prochain grand rendez-vous pour le triathlon polynésien est prévu pour le 29 août. Ce sera le test event à Moorea en vue des Jeux du Pacifique. Et cap sur la côte est et c'est fonds marin maintenant. Dernière manche des championnats individuels de pêche sous-marine. Une épreuve décisive pour les titres de Polynésie et les places aux mondiaux. Direction les profondeurs avec Hoanui à Tohiba. Dernière manche des championnats individuels de pêche sous-marine ce week-end sur le plan d'eau de Nive et Papenhaut. Dans une mer clémente mais avec un poisson particulièrement méfiant, 7 hommes et 3 femmes se disputent le titre de champion de Polynésie. Chaque compétiteur est épaulé par un binôme chargé de sa sécurité et par un capitaine responsable de la stratégie et de la récupération des prises. Première fois pour moi, j'avais toujours voulu aller voir un peu comment ça se passe. Je sais qu'à l'époque, les pêcheurs sous-marins, ils allaient en bateau directement sur zone. Et là, tout faire à la nage à partir d'un point A et revenir au point A, c'est pas évident. Donc c'est vraiment sport, pêche sportive et ils ont du mérite, les pêcheurs qui ont fait la compétition aujourd'hui. Au-delà du titre, l'enjeu est de taille. Décrocher une sélection pour les prochains championnats du monde. Chez les femmes, Kali Moassen ramène une carangue et un hoa lors de la première journée et s'impose au classement général. Le premier objectif déjà, c'est de gagner ces championnats de Polynésie, au moins d'arriver première ou deuxième et de représenter au mieux encore mon île de Bora Bora et les Raromatei. La pression, on la ressent déjà parce que quand on fait la compétition, on sait que le niveau il est haut déjà au niveau des femmes. Donc je suis consciente de cet enjeu de devoir garder le titre et que le niveau il est haut, donc là tu travailles encore.
Chez les hommes, la régularité paye. Le vice-champion du monde par équipe Maui Taia de la team Tefana valide lui aussi son billet pour les mondiaux et aura une nouvelle occasion de porter haut les couleurs du Fénois sur la scène internationale. Donc comme toujours, difficile, hein, et il fallait faire avec les requins aujourd'hui, avec dans de l'eau assez profonde. Pour un pêcheur passionné, c'est toujours une grande fierté, hein, de représenter son pays, surtout avec les derniers résultats qu'on a eus. Ça nous donne encore plus d'espoir, hein, qu'on peut y arriver. Les individuels s'achèvent, mais la saison locale ne s'arrête pas là. Prochaine étape pour les pêcheurs, les championnats de Polynésie par équipe à Ta'a le 31 juillet. Vétérans et jeunes espoirs réunis sur le même ring, le championnat de Polynésie de kickboxing K1 a rassemblé plusieurs générations ce week-end avec une quarantaine de duels au programme, une discipline en plein essor au Fénois, reflet du travail mené toute l'année dans les clubs. Reportage. Avant les finales, les premiers combats ont permis aux catégories master d'ouvrir le bal. Sur le ring, les anciennes gloires du pied-point polynésien comme Tinito Atiapoy et Teura Dichar, venus prolonger leur passion malgré les années qui passent. On a l'habitude de se rencontrer, que ce soit à Taha ou ici à Tahiti. Je les félicite encore une fois de m'avoir affronté. Et bien, c'était un beau combat. C'est juste au niveau de la préparation, je ne me suis pas vraiment préparé. Donc, niveau débit, j'avais du mal à retenir mes coups. Derrière les anciens, la nouvelle génération a rapidement pris le relais. Le championnat se dispute en K1, une version du kickboxing qui autorise coups de poing, coups de pied et coups de genou. Une discipline désormais bien installée dans le calendrier fédéral. Depuis l'année dernière qu'on a organisé en championnat. Sinon, dans les galas depuis 2022-2023, on a inséré dans les galas des combats de kickboxing et des combats de Muay Thai. Chez les féminines, la catégorie des moins de 55 kg a proposé un duel de style. D'un côté, une pratiquante issue du karaté Shidokan, de l'autre, une boxeuse rompue aux règles du Muay Thai. Ouais, je suis déçue parce que j'ai pas eu le cardio que j'aurais aimé avoir, mais elle a mérité sa victoire. Et la prochaine fois, je travaillerai 2 fois plus pour gagner. Je pense que c'est parce qu'elle a été plus technique, parce qu'elle en fait depuis plus longtemps et qu'aussi elle avait mérité grâce au travail qu'elle avait effectué. Même constat de l'autre côté du ring, malgré la victoire, Madison sait qu'elle n'a pas encore livré sa meilleure prestation. C'était quand même vraiment hard, hein? Et ben, elle avançait beaucoup, hein? J'avais du mal à suivre le rythme. Il fallait pivoter ou reculer. Finalement, tu es satisfait de ton combat ou pas? Non, pas vraiment. C'était pas vraiment ma boxe. C'était pas vraiment ma boxe, on va dire. Au-delà des résultats, cette journée a surtout confirmé la dynamique du kickboxing polynésien. Des catégories éducatives aux vétérans, plusieurs générations se croisent désormais sur les mêmes événements. Un travail de fond qui se poursuivra jusqu'au prochain rendez-vous fédéral prévu en novembre avec la Etonui. Et du ring, on passe au tapis. Une dernière occasion de marquer les esprits avant la fin de saison. À la salle d'Excelsior, 120 taekwondoïstes se sont affrontés lors de la dernière manche de la Ligue. Une journée de combat intense que nous raconte Hoanui Atohiva. Dernière manche de la Ligue de Taekwondo ce week-end dans la salle d'Excelsior. Ils étaient 120 combattants issus de 9 clubs de Tahiti et Moorea à monter sur les tapis. Des catégories poussins jusqu'aux vétérans, chacun est venu fouler une dernière fois les tatamis dans une ambiance survoltée. C'est très bien passé. De toute façon, j'ai de l'expérience, je sais ce que ça fait. Et ben, je suis contente d'avoir gagné aujourd'hui, hein, pour ma dernière année cadette. L'année prochaine, je passe junior. C'est une très belle expérience. Ça représente beaucoup pour moi. Je suis fière, en tout cas. En fin de journée, le niveau monte d'un cran avec les combats des ceintures noires. Parmi les performances remarquées, celle de Kapiri Hereheimona. Le junior de Moorea a été surclassé chez les seniors, mais il s'impose tout de même au moins 68 kg, confirmant son potentiel. Je me suis déjà combattu contre des seniors, à les entraînements et tout. Là, c'est comme mon deuxième combat ici dans la Ligue en senior. Et ça va, j'aime bien. Un peu dur au deuxième round, mais sinon le troisième, ça va, c'est passé. Les récents médaillés des championnats de France et Coupe de France étaient eux aussi présents, à l'image de Victoire Maudière, championne de France junior, qui s'apprête désormais à intégrer le Pôle France. Moi, j'ai enchaîné 5 combats, j'ai gagné les 5.
Et c'était incroyable. C'était trop bien, l'ambiance elle était incroyable et on s'entend avec tout le monde. Et, grâce à ces compétitions, j'ai été sélectionnée pour le Pôle France et que j'espère participer. Une dernière manche qui clôt la saison locale de la Ligue avant les prochains rendez-vous nationaux pour les meilleurs taekwondoïstes du Fénois. Allez, maintenant on passe à la lecture du jeu collectif. Hoanui Atuahiva nous rejoint sur le plateau. Yorana Hoanui. Yorana, vous tous ce soir. Alors, ce week-end, coup d'envoi de plusieurs courses de Hiva et notamment avec la Fatih Moria, je pense. Exactement, Oriano. 3 ans après la dernière édition sur le parcours initial, la mythique course du Fatih Moria a fait son grand retour. Au programme, 18 équipages engagés avec un parcours de 93 km et une météo clémente. Un départ de Taoné pour un contournement de l'île Sœur et un retour à Auretinihau. Vainqueur des 5 dernières éditions, Shelva a vu sa série stoppée. Le Team OPT s'impose devant son rival de Faréouté à la suite d'une belle bataille. Les deux équipes restent collées pendant près de 3 heures, mais les postiers font la différence au niveau de la passe de Pape-Été et bouclent les 93 km en 6 heures et 14 minutes. Shelva, deuxième, pointe à près de 30 secondes des vainqueurs. Le podium de la course est complété par Popuraite Hoemamou de Burabura. On écoute tout de suite Hitiro Amazing, barreur de la Team OPT, au micro de Désiré Teivao. D'abord, félicitations à tous ceux qui ont ramé aujourd'hui. Félicitations à Shell pour le méga fight tout le long de la course. Après, je pense que ce qui a fait la différence, c'est peut-être l'envie. Ouais, hein? Comme l'OPT, nous, ça nous tenait à cœur de gagner, comme nous n'avions jamais gagné encore cette course. Et voilà, vous voulez cocher un peu ça. Hein? Ça fait un moment, il n'y a pas eu le Fatih, le vrai Fatih Moria. Ça vous fait plaisir aussi de pouvoir retrouver cette course-là? Ouais, ça nous fait plaisir de refaire le parcours. Hein? Petit coup d'émotion aussi pour ma part, comme depuis que le Toto est parti, là, il n'a jamais encore refait cette course. Et, du coup, content de la gagner pour lui aussi aujourd'hui. Hein? Les femmes, elles aussi, ont participé aux festivités du Heiva en haute mer avec un parcours entre Taoné et le Moutou Martin de Papenhaut. À l'issue des 22 km chez les juniors, c'est Pireva qui s'impose en 1h49 minutes et 56 secondes devant Taishan Paddle et l'équipe de Hetiva. Chez les seniors, les coéquipiers de Veimiti Maoni ont confirmé leur bonne forme en s'imposant en 1h42 minutes et 5 secondes devant le Team OPT et Ihilani B. En revanche, chez les vétérans, c'est Ruahatu qui s'impose en 1h49 minutes et 15 secondes devant le Team OPT et Are Pawiva. C'était tout pour les sports collectifs de cette semaine. Cette fois-ci, je ne vous dis pas à la semaine prochaine. Ça y est, c'est la mi-temps pour votre team sport préféré. C'est l'heure pour nous de recharger un petit peu nos batteries. On se donne donc rendez-vous dans 2 mois. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée et bonne semaine. Bonne semaine, Hoanui. On se donne rendez-vous dans 2 mois avec les batteries pleines. Allez, tout de suite, rencontre avec une école de danse prestigieuse. 1 an de travail pour moins de 3 minutes sur scène. Fin juillet, l'école de danse All-in-One représentera la Polynésie au championnat du monde de hip-hop aux États-Unis. 30 danseurs feront le déplacement avec une ambition claire, se mesurer à l'élite mondiale. À 1 mois du départ, la pression monte, mais la motivation aussi. Désiré Teivao a chaussé ses baskets pour vous plonger dans l'ambiance. Regardez. Ça recommence. Encore. Un passage, puis un autre. Jusqu'à ce que tout le monde tombe exactement au même moment. Synchronisation, placement, énergie. Les danseurs travaillent les moindres détails pour livrer une prestation sans faute. Le moindre petit détail, en fait, c'est très important en fait, dans ce concours. Là, par exemple, je place un geste juste comme ça. Hein. On doit s'arrêter là. S'il y a un qui est ici, c'est pas bon. Du coup, le moindre petit détail, on revoit ça. Et on peut revoir ça, je sais pas, 100 fois, jusqu'à ce que ce soit bon. Il ne faut pas du tout être fou. Ouais, il faut carrément que ce soit une motivation même. Parce qu'on peut revoir un détail genre de 3 secondes, on va revoir que ce détail. Pourvu qu'on réussisse au moins à bien exécuter tous les gestes. Participer à un championnat du monde, c'est découvrir un niveau d'exigence très relevé. À Phoenix, les danseurs tahitiens pourront observer les meilleures formations internationales et s'en inspirer pour progresser. C'est vraiment les meilleurs groupes du monde entier. Ça fait peur, mais on se sent prêt et on pense que cette année, on peut réussir. Finalement, Tahiti, c'est pas si petit que ça. Même si c'est petit, c'est petit, mais on peut arriver loin, on peut aller jusqu'au mondial et on est honoré d'être avec les plus forts.
Du hip-hop au Ori Tahiti. En marge de la compétition, les All-in-One présenteront aussi un spectacle de danse tahitienne lors de la cérémonie d'ouverture. Une manière d'emmener un peu de Polynésie sur la scène mondiale. Danser notre culture en fait devant tous ces grands pays, en fait c'est un honneur et une fierté en fait pour nous. On veut vraiment montrer en fait notre culture à tous ces pays, quoi. Le compte à rebours est lancé. Dans quelques semaines, les répétitions laisseront place aux projecteurs et cette fois, il n'y aura qu'une seule prise. Et ils sont avec nous ce soir pour en parler. Ateliana Ruiz, directrice de l'école, et Abel Toua, danseur, chorégraphe et professeur. Yorana, et bienvenue à tous les deux. Yorana, merci pour l'invitation. Alors, on a vu dans le sujet, c'est un travail énorme. Et concrètement, comment vous décrirez cette aventure all-in-one au championnat du monde? Alors, d'abord, c'est une aventure humaine. De participer à cette compétition, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience et d'engagement aussi. Donc, on part justement l'esprit convaincu d'aller sur le podium. Donc, notre école a justement pris de l'expérience en participant à cette compétition. À l'époque, on y allait avec les anciens danseurs, du coup, en quête justement d'expérience et de comprendre comment fonctionnait cette culture qui est différente de la nôtre. Et à force de participer, voilà, on a enfin un peu compris les rouages. Et là, on y va vraiment, avec tous nos danseurs, on y va vraiment pour gagner. Et là, on vise le podium. Alors, on parle de répétition, de précision. À quel point le niveau d'exigence est élevé pour atteindre ce niveau de compétition, on va dire? Alors, le niveau d'exigence, on va dire qu'il est très élevé parce qu'on affronte quand même les big champions du monde. Parce que là où on va à Phoenix, ce sont les premiers de chaque pays qui sont qualifiés pour participer à cette compétition et on va chercher le moindre détail, la moindre précision à rectifier pour pouvoir atteindre notre but qui est la première place aux champions du monde. Quelles sont les grandes nations qu'on retrouve là-bas et qui s'illustrent? On retrouve souvent le Pacifique, font partie des champions. On peut voir Nouvelle-Zélande, l'Asie, la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont champions 2024 et 2025, 2 fois d'affilée. Et nos voisins du Pacifique. Alors. Oui. Nos voisins du Pacifique. Et la plupart de nos voisins d'ailleurs sont souvent sur le podium mondial. Donc voilà, il y a vraiment du potentiel de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'on y va aussi cette année. Alors est-ce qu'un tel événement peut être un tremplin pour vous? Exactement, parce qu'à l'échelle mondiale, ce concours-là a vraiment une grosse portée médiatique. D'être dans le trio déjà sur les réseaux, ça peut faire beaucoup plus parler de nous. Du moins, toutes les fois où on a participé à l'époque, on ne connaissait pas vraiment Tahiti. Tahiti n'existait pas dans les listes pour s'inscrire parce qu'on ne faisait pas partie des pays concernés. Il fallait qu'on passe par par la Nouvelle-Zélande ou par la France pour justement être qualifié. Mais depuis justement 2022, je pense, on nous contacte directement, c'est la compétition pour y participer et pour représenter Tahiti directement. Donc maintenant, voilà, on passe directement par invitation, mais en mettant une vidéo justement pour que les directeurs puissent vérifier la qualité de notre chorégraphie, si elle est au niveau mondial. Et ensuite, on va directement représenter Tahiti. Voilà. D'accord. Alors, comment se déroulent les derniers réglages avant le grand départ? Est-ce que la pression monte chez les athlètes? Ah oui, on sent que la pression monte. On sent aussi la fatigue parce qu'on a commencé à répéter depuis fin août, début septembre. Et à quelques semaines du départ, on sent un peu la fatigue arriver. Hein, parce que on peut dire que ça fait quand même 1 an qu'ils écoutent la même musique, qu'ils font les mêmes pas, et la même chorégraphie. Et oui, la pression se fait beaucoup sentir. Ça représente combien de travail par jour, par semaine à peu près? Alors, concernant les répétitions, ils étaient à 3 à 4 répétitions par semaine, à peu près 2 heures par jour du coup. Et voilà, en plus de ça, il y avait les cours aussi, il y avait nos spectacles de fin d'année qui étaient très prenants, des shows aussi en même temps. Donc voilà, on peut dire du lundi au samedi, on pouvait être occupé et danse 100%, quoi. Donc oui, c'est vrai que là, au niveau de l'équipe, il y a une grosse fatigue qui se fait ressentir. Il y a la pression aussi qui vient vraiment très forte. Mais justement, il y a aussi cette adrénaline qui commence à arriver. Et voilà, on y va à fond, quoi. Alors, qu'est-ce que vous désirez dire au public avant le grand départ? Un petit message? On aimerait déjà remercier TNTV déjà de nous avoir invités, d'accepter de parler de ce sujet-là.
Et ensuite, on aimerait faire une petite annonce peut-être, parce que notre problème à nous, c'est que notre salle, elle est petite et les dimensions ne sont pas adéquates par rapport à la scène du championnat du monde. S'ils peuvent nous aider à trouver un petit spot. Le clin d'œil est passé. En tout cas, merci encore à tous les deux, à Téliana Ruiz et Abel Toua. On vous souhaite évidemment le meilleur pour cette aventure et on vous suivra de près. Merci beaucoup. Pas de souci. Allez, sans transition, place maintenant au reste de l'actualité locale et internationale. Ce samedi à Beuzeville en Normandie, Hinata Terinho est devenue championne de France de force athlétique. La Tahitienne a dominé la compétition sur les 3 mouvements, 190 kg au squat, 105 kg au développé couché et 207 kg et demi au soulevé de terre. Des performances qui lui permettent d'établir 3 records de France pour un total impressionnant de plus de 502 kg. 3 jeunes pilotes polynésiens ont participé ce week-end au championnat d'Europe de BMX. Sur la piste de Sarion, dans le sud de la France, Kalani Helm signe le meilleur résultat du clan tahitien. Chez les moins de 10 ans, le vice-champion du monde se hisse jusqu'en demi-finale. Kalani prend la 12e place au classement général de sa catégorie. En moins de 11 ans, Bruce Gobré est stoppé en 8e de finale. Et chez les moins de 14 ans, Feyao Taea a été sorti au 2e tour. Au Parc Vert-Hey, près de 600 élèves des 4 écoles élémentaires de Punaouia ont participé ce matin à la 4e édition de la Anani Tamatuaro. Point d'orgue du programme, le sport à l'école. Cette journée réunit les enfants du CP au CM2 autour de nombreuses disciplines. Rugby, football, athlétisme va à jiu-jitsu, du golf, du basket, mais aussi de la danse moderne et traditionnelle. Encadrés par les éducateurs sportifs de la commune, les élèves découvrent parfois une nouvelle activité avec l'espoir de faire naître de futures vocations sportives. Ils sont toujours, je crois qu'ils sont plus en forme que la plupart des adultes. À chaque fois que je les prends, ils ont le sourire, ils sont très volontaires. Et de toute façon, ils connaissent bien la journée. Du coup, tous les ans, ils attendent cette journée avec impatience. Comment ça s'est passé la course, Lino? Bien, c'était bien. Voilà, on a gagné. Ouais, c'était bien, on a gagné. On a gagné. Et vous étiez préparé avant? Oui. Du coup, vous êtes content, ça a payé les entraînements? Oui. Et le Fénois s'apprête à vivre un week-end 100% sport. Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet, les surfeurs seront à l'eau avec les trials de la Tahiti Pro à Teopo. En parallèle, cap sur Mataya avec le Heiva à Mataina à Tehoro tout le week-end. Et samedi, place à la force avec la 6e édition du Tapitorima, le bras de fer à Pirée. Un week-end sous haute intensité. Et voilà, le Grand JT Sport, c'est terminé, mais la soirée continue sur TNTV avec le téléfilm Protéger ma fille à tout prix. Dès demain, retrouvez les spectacles de Taupitean 1 du lundi au vendredi à 16h05. À 18h30, Vemiti Arlo reprend les commandes du JT. Nous, on se retrouve en septembre pour la rentrée. On se quitte avec le sourire et les bougies décalées de nos sportifs et le tout en ambiance musicale. Bonne soirée à tous.